convoi d'aide humanitaire, escorté par des casques bleus canadiens, va tenter pour la 3e fois cette semaine de franchir un barrage routier afin de livrer des médicaments aux habitants du village. Infatti, negli ultimi 2 giorni, i mandati delle Nazioni Unite non hanno potuto sorpassare tra i blocchi stradali. Depuis 1947, plus de 100 000 soldats canadiens ont participé aux missions de paix des Nations Unies. L'entraînement général au combat s'est avéré la meilleure préparation pour les soldats qui participent à ces missions, même si ce ne sont pas des missions militaires typiques. En fait, les soldats et leurs dirigeants y ont été confrontés à des défis qui étaient parfois plus complexes qu'une guerre conventionnelle. Les missions sont souvent menées pour appuyer des organisations humanitaires civiles dans des régions où la tension est vive. Les combattants évoluent souvent parmi les civils innocents. La paix est transitoire et les contextes volatiles peuvent s'aggraver rapidement et mener aux affrontements. À cela s'ajoute la présence des journalistes qui représentent les médias de partout dans le monde. Raymond Saint-Pierre couvre les missions des casques bleus canadiens pour la Société Radio-Canada. En général, ce qui intéresse la presse, c'est de voir si, premièrement, les casques bleus sont déployés avec les moyens suffisants, dans quel contexte ça se passe exactement, est-ce qu'ils sont vraiment menacés, est-ce que leur installation a été bien planifiée, tout ça. Ça, c'est évidemment le premier regard qu'on pose quand on arrive quelque part. Mais il y a aussi la couverture de ce que vivent quotidiennement les casques bleus. Et ça, je pense que c'est la plus intéressante, parce qu'après tout, c'est eux qui sont en contact avec les factions tous les jours. Donc, on est intéressé de savoir comment ils fonctionnent, quels sont leurs problèmes, comment ils peuvent se sortir de certaines situations difficiles, et aussi comment ils comprennent les situations politiques dans lesquelles ils sont impliqués. Bonjour. Jean-François Després. Oui. On voulait savoir si vous alliez effectuer votre transport de médicaments aujourd'hui. Oui, on est présentement en plein préparation. Les médias sont maintenant partout, des journaux aux médias électroniques, du plus petit journal local au grand réseau d'information comme CNN. En outre, les nouvelles technologies comme le télécopieur, le téléphone cellulaire et les satellites de communication se répandent de plus en plus, de telle sorte que les nouvelles voyagent maintenant presque instantanément. Les médias sont la principale source d'information de la plupart des Canadiens. Ils représentent le moyen le plus efficace de renseigner la population sur les politiques, les programmes et les activités des forces canadiennes. En fait, en tant que membre des forces canadiennes, vous avez un rôle important à jouer lorsqu'il s'agit d'expliquer aux Canadiens ce que vous faites. Les situations inhabituelles et souvent dangereuses auxquelles les casques bleus sont confrontés peuvent être très éprouvantes. Mais en plus de se concentrer pour mener à bien leur mission, les soldats doivent alors tenir compte de la présence des journalistes. Vous serez mieux préparés à répondre aux besoins des médias si vous comprenez en quoi consiste leur travail. Les journalistes essaient constamment de devancer leurs concurrents. Ils cherchent sans cesse de nouveaux sujets de reportage ou un point de vue différent, surtout à la télévision. Il arrive que les caméramans et les journalistes courent des risques pour obtenir un reportage. En fait, plus de 100 journalistes ont perdu la vie en devoir lors de la couverture de missions de paix de l'ONU. OK, je demande aux journalistes de reculer, s'il vous plaît. OK? Ça les rend nerveux, là, vous m'empêchez de faire mon travail. This is a medical. That's an hospital. OK? It's for help you. You people. No? You don't want? No good. Go. OK. Go. Saint-Pierre, appelez à 1-2, puis dites-leur qu'ils veulent pas nous laisser passer, puis demandez-leur des instructions sur ce qu'ils attendent de nous. OK, là, ce qui se passe là, présentement, c'est que nous, on voulait passer avec un convoi. Cela peut être énervant de se voir constamment entouré de caméras et de microphones. Vous devez cependant comprendre que la mission des journalistes, c'est de présenter au public un compte-rendu complet et factuel des événements. Ils s'efforcent de couvrir les deux côtés de la médaille et de présenter les points de vue de toutes les parties impliquées. Si c'est relativement calme, oui, on peut répondre, il n'y a pas de problème. Mais si s'il y a du stress, s'il y a un combat qui se passe, non, on n'a pas le temps. Il faut défendre notre peau, puis en même temps, il faut le défendre l'air. Il voulait avoir une histoire.
Ils voulaient voir la vérité. Moi, j'ai adapté mon horaire. J'ai adapté pas des opérations. J'ai jamais fait des opérations en fonction du média. Mais j'ai fait sûr que les autres étaient au bon endroit au bon moment. Ils ont eu la possibilité d'y être. Les journalistes recueillent des éléments pour leur reportage et la plupart du temps, ils ne font rien qui soit susceptible d'interférer avec votre mission. Ils sont conscients du fait que sur le terrain des opérations, on ne peut pas tout prévoir. Lors de ces situations stressantes où les choses ne tournent pas comme prévu, les journalistes respectent le fait que vous devez accorder votre priorité aux opérations. Monsieur, c'est à terre! Mal au cou. Ça va. OK, Maisonneuve, dis-leur qu'il y a peut-être des mines dans le secteur qui arrêtent de courir partout. Ça va être calmé un peu. Lâche pas, mon vieux. Je vais les apporter là. Tiens-toi, c'est ça. OK. Respire. Relax. Levez. OK, on y va tranquillement. C'est parti. OK. Ça va aller, mon grand. Ça, c'est beau. Don't know. OK. Là, vous avez les deux gars. Michel, comme tu es au courant, ça fait plusieurs jours que les Nations Unies n'ont pas été capables de passer. Aujourd'hui encore, le convoi a fait une tentative. Au moment où ils ont essayé de se revirer de bord, il y a un des véhicules blindés qui a heurté une mine et 2 militaires ont été blessés. OK, reste là, bouge plus. Marchez. Rien que derrière, on ne pas grand qu'on se passe d'abord. Commander, can you answer a few questions for us, please? Oui. Tell us how many people were injured? OK, on a 2 blessés présentement. Quelle est la gravité des blessures? OK, pour la gravité, là, je suis pas médecin, mais je sais qu'il y en a un qui est présentement en état de choc. C'est pas vraiment grave, ça va se passer. Imaginez une quarantaine de journalistes qui essaient de savoir quelque chose sur un événement particulier. C'est sûr qu'ils vont constamment harceler les casques bleus pour en savoir plus. Alors, c'est aux casques bleus, à leurs autorités supérieures, à leurs officiers d'information, de nous offrir quelque chose. Mais il nous faut plus que ça. Il faut aller parler aux victimes, il faut aller parler aux belligérants, à toutes les factions. Si on n'arrive pas à montrer, nous, ça n'existe pas en télévision. Je peux bien vous raconter pendant 1 heure des aventures que j'ai vécues, mais si j'ai pas une image pour les consolider mon récit, ça n'existe pas. Vous êtes le caporal Alford? Oui, monsieur. Bonjour, Major Rouleau, l'officier d'affaires publiques. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, monsieur. Bon, on a un journaliste qui aimerait vous passer une entrevue plus tard cet après-midi. Il est tout à fait normal que vous vous sentiez un peu nerveux avant d'accorder une entrevue à un journaliste, surtout lorsque c'est la première fois. C'est vraiment rien de compliqué. Mais lorsqu'un journaliste insiste pour vous parler, il a généralement de très bonnes raisons de le faire. Les journalistes veulent parler aux personnes qui sont directement impliquées. Et vous seul pouvez témoigner de ce que vous avez vécu. Moi, tant que j'ai pas le témoignage de l'homme sur le terrain, celui qui a vécu l'affrontement, celui qui a vu le village bombardé, celui qui était là pour empêcher qu'un hôpital soit attaqué ou pour garder les patients en vie pendant que tout le monde regardait ailleurs, ben c'est celui-là que je veux voir à l'écran, puis que le monde veut voir à l'écran. C'est par l'individu qu'on arrive à expliquer une situation plus complexe et plus globale. Donc c'est important que le soldat collabore, parce que finalement, ça va pas jouer contre lui, ça va jouer pour lui. Lorsqu'un journaliste vous demande une entrevue, vous avez tout intérêt à en parler à l'officier des affaires publiques de votre groupe. Il ne peut pas accorder l'entrevue à votre place. Mais grâce à sa formation et à son expérience, il peut vous aider à vous y préparer. Voici quelques éléments à ne pas oublier. Écoutez attentivement les questions et répondez de manière concise. Parlez simplement et évitez le jargon militaire. Tenez-vous-en aux faits, à ce que vous avez vu. Ne spéculez pas et n'émettez pas d'opinion personnelle sur la situation.
Pendant l'entrevue, limitez vos commentaires à votre champ d'expertise. Vous devriez être en mesure d'expliquer, en langage simple, pourquoi vous êtes à tel ou tel endroit et ce que vous y faites. Référez les questions qui sortent de votre champ de responsabilité aux personnes ressources appropriées. Même lorsqu'une situation semble défavorable, cherchez à faire ressortir les aspects positifs de votre mission. Votre attitude est le facteur déterminant face aux médias, surtout à la télévision. Exprimez-vous avec courtoisie, de manière naturelle, et surtout, répondez toujours franchement aux questions des reporters. Si vous n'êtes pas en mesure de répondre à une question, expliquez pourquoi. Par exemple, s'il s'agit de renseignements classifiés, dites-le. Vous avez le droit de ne pas répondre aux questions personnelles si vous préférez ne pas y répondre. Et enfin, lorsque vous êtes interviewé, ne faites pas de déclarations non officielles ou off the record. Présumez que tout ce que vous dites va être filmé, transcrit et utilisé dans un reportage. Merci. On ne leur demande pas des analyses géopolitiques et idéologiques et de la situation. C'est sûr que le soldat est rempli de mission. C'est plus évidemment du quotidien ou témoigner d'une chose qu'il a vécue. Je pense que ça serait absolument injuste de demander, par exemple, à un casque blanc en Bosnie de me donner sa position sur les Serbes et l'évolution de la ex-Yougoslavie depuis la guerre de 14-18. Je pense que les officiers d'affaires publiques, ceux qui dirigent les contingents de casques bleus et les casques bleus eux-mêmes devraient être le plus francs possible, évidemment dans les limites de leur sécurité. Nous, ce qu'on veut, c'est cueillir de l'information. C'est pas le mettre dans une situation délicate, c'est pas l'embêter d'aucune façon, c'est de savoir comment les choses se passent. Il n'est pas obligé de répondre à des choses qui... Il n'y a pas de contrainte, si vous voulez. Nous, on fait notre boulot, lui, il fait le sien. Si on peut se rencontrer, tant mieux. C'est souhaitable. Aujourd'hui, dans l'ex-Yougoslavie, 2 casques bleus canadiens ont été blessés lorsqu'un camion blindé servant au transport du personnel a roulé sur une mine. Le reportage de Jean-François Després. Les Canadiens escortaient un convoi humanitaire des Nations Unies qui tentait de livrer des médicaments dans la petite ville de Dubrich, maintenant isolée depuis 4 mois. Le convoi n'a toutefois pas été autorisé à franchir le barrage routier, et c'est alors qu'il faisait demi-tour que l'un des véhicules blindés a frappé une mine. 2 soldats canadiens ont été blessés par l'explosion. Tout est mis en œuvre pour déminer le parcours des convois avant les missions, mais les mines sont constamment déplacées et remplacées, et il n'existe aucun moyen de garantir la sécurité des convois. Okay, normalement, les routes comme ça sont déminées. On a déjà passé ici, il n'y avait pas de mine. Là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Heureusement, les blessures des 2 hommes sont légères. Le conducteur du véhicule blindé, le caporal Alain Sévigny, a pu quitter l'hôpital en fin de journée. Quant au commandant du véhicule, le caporal Mark Alford, on l'a gardé en observation pour la nuit. En dépit d'un sérieux mal de tête, il a accepté de nous relater l'incident. Quand mon adjoint de peloton m'a indiqué de virer de bord, le véhicule doit avoir accroché le cottement ou le chemin. Et, ils m'ont dit qu'on a actuellement plié sur une mine. Est-ce que vous avez à ce moment-là l'impression qu'on vous fait courir trop de risques? On est entraîné et on a la discipline pour faire cet ouvrage. Les risques, ils viennent avec l'ouvrage, mais je veux dire, pour sauver des vies humaines, moi, je pense que ça vaut le coup. Somme toute, les casques bleus canadiens ont eu beaucoup de chance aujourd'hui. Ils feront une nouvelle tentative demain. Espérons, pour les habitants de Dubrich, que cette fois-ci, leurs efforts seront couronnés de succès. Ici Jean-François Després pour le réseau national sur la route de Dubrich.